j'en ai rien à... Action! Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vos projets se portent bien. Et si ça va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors nous sommes réunis ici pour une nouvelle vidéo. Enfin, c'est la deuxième partie de ma première vidéo. Si c'est que vous vous souvenez un peu, ma première vidéo parlait en fait de la crise vaso-occlusive à la maison, c'est-à-dire comment traiter la crise à la maison, enfin une crise un peu facile à gérer. Maintenant, cette deuxième vidéo en fait va parler de la crise toujours vaso-occlusive, mais en fait à l'hôpital, comment ça se déroule à l'hôpital, comment on gère ça à l'hôpital et tout et tout. Voilà, donc restez connectés. Voilà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà d'abord vous demander de vous abonner, activer la cloche de notification, liker et surtout partager. Parce que vous savez, c'est vous ma force. Alors, la crise vaso-occlusive à l'hôpital, comment on gère ça? Enfin, pour ma part, déjà, je vais toujours prendre mes expériences à moi pour parler. C'est pas que je vais parler pour rien. Et je fais pas de recherche sur le net, juste peut-être très peu dans certaines vidéos, mais vraiment pour des expériences que j'ai déjà vécues, je ne fais pas de recherche. Voilà. Donc la crise vaso-occlusive à l'hôpital, en gros, c'est vraiment pour des crises extrêmes, genre quand la douleur n'est plus traitable à la maison. Ça veut dire que tu as voulu peut-être traiter à la maison, je te disais que ça allait aller, tu as voulu traiter à la maison, je t'ai rendu compte 1 ou 2 jours après que non, et le soir même peut-être tu t'es rendu compte que non, ça va pas et tu es allé à l'hôpital. Voilà, donc c'est un peu ça. Les crises vaso-occlusives qui conduisent à l'hôpital, c'est que vraiment la douleur était peu ou pas supportable du tout. Alors quand tu arrives avec une douleur pas supportable, vraiment, ce qu'on fait d'abord de base, ce qu'on me faisait à moi, on me prend et on traite d'abord la douleur. Vraiment, quand je venais avec une crise extrême, on me prenait et on traite d'abord la douleur. Donc, je pense que c'est comme ça partout. Dites-moi en commentaire ce que c'est pour vous. Mais pour moi, en fait, on me prenait d'abord et on essayait de calmer la douleur. Maintenant, après avoir calmé la douleur, on me prend tout le reste de mes paramètres parce que voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu arrives, même si tu as une extrême douleur, il faut qu'on te prenne des paramètres de base pour savoir s'il y a un autre problème extrême à part peut-être la douleur et tout. Par autre problème extrême, je veux parler de l'anémie parce que l'anémie est en majeure partie responsable des crises aussi chez les drépanocytaires. Donc on te prend la température, on te prend ton pouls, on te prend tout, les trucs de base. Maintenant, quand la douleur est calmée, on revient, on te consulte en bonne et due forme, on te demande ce qui a causé la douleur, depuis quand, en fait, on appelle ça l'histoire de la maladie. Donc, tu racontes comment ça s'est passé en fait. Donc, après avoir fini de raconter, on te prescrit des examens adéquats. C'est le médecin qui voit ce qu'il peut te prescrire comme examen. Mais il y a des examens de base toujours. Il y a le palu chez nous, il y a la fièvre typhoïde, il y a la numération sanguine, il y a l'examen pour montrer qu'il y a des infections, il y a des examens pour montrer à quelle vitesse ton sang se coagule. Je vais vous mettre le nom de tous ces examens en barre de description. Voilà, maintenant après tout ça, s'il n'y a rien de compliqué, vraiment on te fait l'examen mais tu es toujours dans ta chambre et pour la douleur on t'injecte. Quand je dis on te calme la douleur, c'est que en fait on t'injecte, il y a des injections adéquates pour calmer la douleur. Par exemple, en Europe, il y a la morphine qu'on peut te donner. Où j'étais au Cameroun, c'était plus les antidouleurs comme peut-être le diclofénac. Ou les Novalgin ou Tramadol, Trabar, ça dépend
vraiment de quel composé chimique on a l'habitude de t'administrer en fait. On te donne ça, on t'injecte. À l'hôpital, on ne va pas te donner les médicaments. On donne très peu parce qu'on estime que en fait tu es venu parce que la douleur était grave et que tu as eu à boire les médicaments et ça n'a pas donné les médicaments à boire, là, les comprimés, et ça ne va toujours pas. Donc là à l'hôpital on te donne toujours soit des perfusions, toujours on te donne l'eau salée ou on peut te donner un autre composant. Mais c'est toujours quand même l'eau qui passe dans ton organisme justement pour décanter les globules qui sont bloqués un peu. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Entre temps, tu passes tes examens, tu fais tes examens normalement. Et puis, les visites quotidiennes, le médecin vient toujours te demander est-ce que tu as encore mal quelque part ou est-ce que tu as encore mal et tout. Et vraiment, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est ne pas mentir. Ou bien, si c'est que tu es l'accompagnateur du malade, ne force pas le malade à partir sous prétexte que tu veux déjà rentrer ou bien non. Parce que le malade sent son corps vraiment et il connaît en fait ce qui ne va pas. Donc, même s'il fait genre, ouais, ça va et tout, vraiment laisser le malade décider de s'il est prêt à rentrer à la maison ou pas. Donc chaque jour, le médecin viendra te demander est-ce que tu as encore mal là, est-ce que tu as encore mal. Et là, ça dépendra de ta réponse en fait. Si tu as toujours mal, on te garde. Tu n'as plus mal, on envisage déjà de te laisser partir. Pourquoi? Si tous tes examens sont nickel, si tu as assez de sang, tu coagules bien ton sang, tu n'as pas d'infection, le palu est pratiquement inexistant ou bien même inexistant, tous tes examens sont bien, au bout de quelques jours d'observation, le médecin va t'observer sur ta fièvre, si tu as encore de la fièvre, sur tes douleurs, sur ta bouche, ta parole. Il va te demander si tu as mal, si tu n'as plus mal. En fait, il va te questionner sur plein de choses. Et maintenant, après t'avoir questionné, et si tous tes paramètres sont bons, et si tu n'as plus mal, et si tu fais plus de fièvre, je crois que là, on va t'observer encore 1 ou 2 jours pour voir si entre 24 et 48 heures, tu rechutes encore ou bien il y a encore un... Mais s'il n'y a plus quelque chose qui est détecté ou quoi, on va te laisser partir en fait. On va te laisser partir et on va te donner des médicaments de relais. On va te donner des médicaments de relais que tu vas prendre pour ne plus avoir mal, ce qui va venir compléter les injections ou les perfusions qu'on te donnait pour que ta guérison soit un peu progressive et que tes maux ne soient plus trop excédentaires. Ça descend jusqu'à ça disparaît complètement. Voilà. Donc c'est un peu ça, mais précision vraiment. Et si on constate que tu as une infection ou bien ta numération sanguine n'est pas bonne, on va te garder. On va te garder le temps de traiter tout ça en fait. On va te garder. Vraiment, ça dépend du médecin, de l'hôpital aussi et de l'habitude que tu as avec l'hôpital. Moi, je conseillerais toujours de partir lors des crises dans un hôpital que tu connais, tu maîtrises bien. Justement pour que on te connaît déjà bien. Ça veut dire qu'on connaît quand tu viens et quand vraiment c'est grave. Et on connaît ce qu'il faut faire quand c'est grave et tout. Voilà. Du coup, je conseillerais toujours à tout le monde d'avoir son médecin. Vraiment. Et son hôpital où il part toujours d'habitude. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura aidé beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et surtout de partager. Parce que vous savez, vous et moi devons faire quelque chose de bon contre la drépanocytose. Bisous! Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Paix et grâce sur vous. Amen.